Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, renforcement des relations bilatérales entre le Congo et l'Italie. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est en visite à Rome. Au programme, la signature de plusieurs accords de partenariat, mais aussi l'exploitation d'un nouveau puits pétrolier au Congo. Le Bénin se prépare à la tenue des élections législatives d'avril 2015. 16 listes électorales ont été déposées. Près de 4 500 000 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote. 83 sièges de députés sont en lice pour siéger à la 7e mandature de l'Assemblée nationale béninoise. Au Cameroun, Afriland First Bank ouvre une agence dédiée à la finance islamique. Pionnière en Afrique centrale depuis le 20 février 2015, la banque rejoint ainsi les quelques 500 institutions qui opèrent dans ce domaine dans le monde et dont les actifs cumulés actuels dépassent les 1 000 milliards de dollars. Le président Denis Sassou Nguesso est en visite de travail à Rome, en Italie, depuis le 25 février. Objectif de cette visite de 3 jours, développer de nouvelles perspectives financières. Rappelons que sur le plan économique, l'Italie est le deuxième partenaire européen du Congo. Les détails avec notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singui. La visite de travail du président congolais en Italie est bien sûr politique, mais surtout économique. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération économique et commerciale entre Brazzaville et Rome. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi le président italien Sergio Mattarella et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Nous sommes en visite en Italie à l'invitation du président du Conseil. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux avec le président de la République et le président du Conseil. Nous avons, avec le président du Conseil, réaffirmé notre volonté de développer l'activité économique entre nos pays et aller le plus loin possible dans les autres secteurs. Au total, 6 accords de partenariat ont été signés entre le Congo et l'Italie. Ces accords devraient permettre au Congo de bénéficier de l'expertise italienne dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des infrastructures et de la construction des logements sociaux. Ces accords permettent également au groupe italien Eni d'exploiter un nouveau champ pétrolier et d'aider le pays à produire plus d'électricité. Nous avons signé avec l'Eni un accord pour donner une plus grande capacité à l'unité de production de l'électricité que nous avons en commun, l'ENI et l'État, à Pointe-Noire. Et nous voulons passer de 300 MW que nous produisons maintenant à 450 MW à partir du gaz. L'Italie et le Congo entretiennent des liens économiques depuis 1968. La visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Rome intervient seulement 7 mois après celle du Premier ministre Matteo Renzi à Brazzaville. C'est peut-être là le signe que les deux pays souhaitent aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets issus de cette nouvelle coopération. Préparatifs des élections législatives au Bénin. Les électeurs sont appelés aux urnes le 26 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome a présenté les 16 candidatures enregistrées sur les 19 listes reçues. 3 d'entre elles ont été rejetées pour ne pas avoir rempli toutes les conditions conformes au code électoral, comme nous l'explique Guevanido. 16 listes de candidatures enregistrées pour les législatives au Bénin. Dans le cadre des préparatifs pour le renouvellement du Parlement, la Commission électorale nationale autonome a retenu 16 listes sur les 19 reçues. Des candidatures parmi lesquelles on peut noter la participation de plusieurs partis politiques influents. Parmi ces listes, on retiendra évidemment celle de la majorité présidentielle, celle de l'opposition traditionnelle, regroupée au sein de l'Union fait la Nation ou de l'Alliance ABT. Et on retiendra aussi et surtout des listes qu'on peut appeler divergentes, qui regroupe des personnalités qui, toutes ces années écoulées, étaient plutôt des proches du chef de l'État, des membres de la majorité présidentielle. La particularité de l'élection de cette année, c'est qu'elle se tient dans une ambiance de fin de mandat. Et donc, on est curieux de savoir si les populations indiquent la porte de sortie à M. Yahi ou si elles entendent encore le gratifier d'un état de grâce pour une fin de mandat apaisée. Mercredi dernier, la liste électorale permanente informatisée l'EPI, tant réclamée par l'ensemble de la classe politique, a été déclarée disponible. Elle sera mise à la disposition de la Sénat le 4 mars prochain. Les
la LEPI, de garantir le droit de tous les citoyens de pouvoir participer aux jeux politiques. Et la LEPI que nous venons de mettre, de publier hier, sa durée de vie, sa validité, c'est jusqu'au 15 janvier 2016. Et au plus tard, le 15 janvier 2016, nous allons réactualiser. C'est avec cette LEPI 2016 que nous irons aux élections présidentielles de 2016. Mais les Béninois de la diaspora, d'ici le 1er juillet 2015, conformément aux dispositions du Code électoral du Bénin, nous allons mettre en place un organe qui va appuyer l'Agence nationale de traitement pour faire le toilettage et prendre en compte maintenant les Béninois de l'extérieur. Les législatives se tiendront le 26 avril prochain au Bénin. 3 listes ont été recalées par la Sénat parce qu'elles n'ont pas pu présenter des candidats pour les 24 circonscriptions électorales que compte le pays. Les législatives seront suivies des municipales le 31 mai. La présidentielle, quant à elle, aura lieu en 2016. Dans l'actualité également, les négociations d'Alger se poursuivent. Depuis juillet 2014, la médiation algérienne continue les tractations pour un accord de paix au Mali. Un dernier et ultime texte a été rédigé. Les groupes armés du Nord et les autorités de Bamako remettront leurs observations au médiateur ce vendredi 27 février. Alger espère clore ses pourparlers dès ce week-end. Première agence spécialisée dans la finance islamique à Yaoundé au Cameroun, Afriland First Bank propose dorénavant des produits bancaires conformes à la charia. Le groupe bancaire ambitionne de s'étendre dans le reste du pays. Pour la banque, environ 40% de la population camerounaise peut être attirée par ces offres. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. C'est une grande première au Cameroun. Afriland First Bank a ouvert une agence dédiée à la finance islamique à Yaoundé. Une première dans le pays et en Afrique centrale. La société envisage même d'étendre le réseau au reste du pays. Une stratégie qui peut contribuer à la démocratisation de la microfinance et à l'accès du crédit auprès d'une bonne partie de la population exclue du système bancaire traditionnel. Nous tablons sur 2 milliards de francs CFA de crédit et la collecte de 3 milliards de francs CFA à travers les comptes chèques islamiques durant la première année. Aujourd'hui, dans le monde, la finance islamique représente près de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un potentiel de croissance de 25%. Le Cameroun compte de nombreux fidèles musulmans qui pourraient s'intéresser aux offres d'Afriland First Bank. La proportion de fidèles musulmans dans un certain nombre de pays d'Afrique, dont le Cameroun, fait en sorte que la finance islamique devient l'un des moyens qu'il faut étudier et qu'il faut proposer non seulement à la population et aux entreprises. La finance islamique est ce qu'on qualifiait il y a quelques années de finance éthique, avec des principes relativement simples, notamment sur le fait qu'il ne doit pas avoir de principe d'intérêt dans les crédits qui sont accordés aux particuliers ou aux entreprises. En ce sens, pour ceux qui sont adeptes de religions telles que l'islam, la finance islamique constitue le maillon financier dans lequel ils se reconnaissent le plus, et c'est donc naturellement qu'il faut fournir des offres dans des pays où il y a une forte concentration de musulmans tels que le Cameroun. Relever le taux de bancarisation, c'est l'un des défis auxquels doivent faire face les acteurs du monde financier aujourd'hui en Afrique. De nombreux obstacles freinent l'accès de la population aux services bancaires dans plusieurs régions du continent. Toutefois, même si le marché est prometteur, il doit relever certains défis pour assurer son expansion. Il faut bien intégrer que la finance islamique s'inscrit dans un processus. Le Cameroun rentre à peine, donc il faudra déjà mesurer les effets à partir de cette agence TED qui a été ouverte par Afriland First Bank pour voir si ça peut être étendu à plus grande échelle. Aujourd'hui, on ne sait pas dire quel en sera l'impact sur le taux de bancarisation. Par contre, on sait que ça va séduire un certain nombre de personnes et en fonction de cela, on saura faire une étude d'impact et voir s'il faut étendre le système à l'ensemble du système financier camerounais. Le développement de la finance islamique représente une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1300 et 1800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion. Focus sur l'autonomisation de la femme au Rwanda. Depuis 5 ans, elles sont plusieurs milliers à bénéficier de conseils pour rentabiliser ou démarrer une activité professionnelle. Exemple de la localité de Nyagatare, à environ 180 km de Kigali, dans ce reportage d'Oliva Diakotan. L'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat, c'est l'ambition de la Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda. Elles sont plusieurs milliers à bénéficier depuis 2010
des conseils pratiques pour rentabiliser ou démarrer une activité génératrice de revenus. Nous sommes ici à l'est du Rwanda, précisément à Nyagatare, à environ 180 km de Kigali. Plusieurs femmes de cette localité connaissent aujourd'hui une vie meilleure grâce à ce programme. J'avais beaucoup du mal autrefois à m'en sortir car n'ayant pas les moyens et j'avais 6 enfants sous la main plus un mari invalide. J'ai failli tout abandonner mais grâce surtout à ce programme, j'ai investi peu à peu dans la vente du sorgho. Aujourd'hui, ma situation est bien meilleure et je suis très contente. J'ai commencé mon business de couture avec 30 000 francs rwandais. Et le programme de l'ONG Care International Rwanda, qui consiste à nous donner des astuces pour pérenniser nos affaires, m'a permis d'agrandir considérablement mon entreprise. Je rentabilise parfaitement mes affaires car je peux estimer cela à 5 millions aujourd'hui. Divers partenaires œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des femmes interviennent dans le secteur de l'entrepreneuriat au Rwanda. C'est le cas de Care International Rwanda. Cette organisation opère dans 24 districts et a suscité chez 80% de femmes l'esprit d'entrepreneuriat. Cependant, des défis liés au financement persiste toujours. Le problème de l'accessibilité des fonds pour ces femmes entrepreneurs reste une préoccupation majeure. Notre organisation travaille actuellement de concert avec le gouvernement et surtout les institutions financières pour une solution adéquate à cette problématique. La Chambre des femmes entrepreneuses du Rwanda compte près de 2000 membres. La plupart des femmes rurales sont plus actives dans le secteur agricole et restent un maillon essentiel de la transformation économique du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.